Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous pour cette première plénière de la 4e édition de ProDurable à Lyon, conjointe cette année à Mixeux, le salon du mix énergétique et de la décarbonation qui a rejoint il y a quelques mois le groupe AEF Info. Dans un instant, on va parler trajectoire bas carbone et nouveaux modèles d'affaires. Mais tout de suite, merci d'accueillir Emeline Baume, première vice-présidente de la métropole de Lyon. Allez, je le fais là, comme ça va. Bonjour à chacune et à chacun et merci de vous offrir ce moment d'inspiration, de réflexion, de rencontre grâce à l'événement convergent Mixeux et ProDurable. Donc pour celles et ceux qui ne m'identifient pas, moi j'ai une responsabilité territoriale sur le bassin de vie sur lequel est implanté ce lieu événementiel Centre des Congrès. Je suis dans l'équipe de Bruno Bernard depuis juillet 2020, en charge entre autres de l'économie, des achats responsables et du numérique. Ce que je souhaite vous témoigner ici, mais j'émets l'hypothèse que la plupart de mes collègues élus locaux, français et j'ai envie de dire européens vous le diraient, c'est qu'on a pleinement besoin que les acteurs socio-économiques, et donc la diversité des acteurs socio-économiques, donc les chercheuses, les chercheurs, les investisseurs, les entrepreneurs, comités de direction, équipes de R&D, coopèrent ensemble pour tenir en fait les engagements que la plupart d'entre vous ont pris, parce qu'on est dans ce moment où il y a une forme de maturité autour du net zéro, de la décarbonation, de la circularité. On a une hétérogénéité de solutions dans les territoires, et ces solutions, il faut qu'elles se massifient. Et pour se massifier, c'est pas très joli ce mot, mais pour se massifier, il faut créer les conditions de la confiance et de la coopération dans nos territoires. Bon, moi, les leviers d'action que j'ai à ma main avec les équipes de la métropole de Lyon, ils sont à l'échelle des territoires. Mais vous savez très bien qu'il y a des leviers d'action à l'échelle nationale, entre autres de régulation et d'influence. Moi, j'estime que le cadre réglementaire, il est là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. En revanche, il y a besoin que les organisations dans les territoires tissent des alliances. On est sur un territoire où on a fait le choix d'accompagner, entre autres, les acteurs productifs, l'industrie, dans sa diversité. Vous allez avoir le témoignage, entre autres, d'Anne-Sophie juste après. Et je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'une équipe d'écologistes dont on pouvait émettre l'hypothèse qui sont contre les acteurs productifs, contre les pollueurs, arrête tout. Et je pense qu'on aura fait la preuve ici, mais ailleurs aussi dans d'autres territoires, j'insiste, à Strasbourg, à Bordeaux, à Rennes, à Brest, etc., malgré les fake news, qu'on a bien compris, les élus locaux, qu'on doit d'abord et avant tout soutenir celles et ceux qui produisent, parce que celles et ceux qui produisent savent réparer, ceux qui produisent, réparer dans tous les sens du terme. Si je mets en marché un bien du quotidien, et ça parlera à Seb, je sais le réparer, je sais aussi créer les conditions pour employer en proximité et accompagner les parcours de vie. C'est le deuxième point que je voulais indiquer ici. C'est essentiel et naturel et vital d'accompagner les acteurs productifs. Donc nous, on a un manifeste pour une industrie qui se transforme. On est la première collectivité à proposer un parcours de pivot circulaire pour les entreprises qui veulent passer d'un modèle d'affaires linéaire à un modèle d'affaires circulaire et réellement, c'est-à-dire encore plus que la Convention des entreprises pour le climat où on sort de là avec une feuille de route et c'est bien. Là, c'est encore plus et encore mieux. Ma responsabilité à moi dans le temps qui m'était offert 2010-2026, c'est bientôt fini. On a bientôt une échéance de redevabilité avec les habitantes et habitants du territoire. C'était vraiment de prototyper des solutions pour accélérer la décarbonation et la circularité. Ce qui est devant nous, j'insiste là-dessus, c'est de tisser des alliances dans les filières d'activité économique, entre territoires, à l'échelle de l'Union européenne, pour travailler et faire vraiment vivre des chaînes de valeur robustes, au sens de la robustesse d'Olivier Hamon, et montrer aux autres continents, créer ce rapport de force, ou créer cette capacité de coopérer avec un continent asiatique et un continent américain, que l'Europe soit à sa juste place. Je suis certaine que c'est possible, qu'on est en route. Maintenant, on doit créer ces conditions-là et j'estime que cette plénière fait partie de ces temps d'inspiration, de rencontres et de création, en tout cas, de conditions de la coopération. Donc,
comptez sur moi au même titre que je compte sur la diversité des acteurs que vous représentez pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne soit pas en train de se dire, bon, finalement, le net zéro, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est le travail des seniors et le travail des jeunes. Non, c'est un tout. Et je laisse la parole au suivant, j'aurais tenu mon temps, pour continuer à renforcer ce propos. Merci de m'avoir donné cette possibilité-là de vous témoigner de la capacité de faire d'un territoire. Et merci à Mixe et Produrable de s'être associés pour embarquer encore plus d'acteurs socio-économiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Evelyne Baume vient de l'évoquer, la transition écologique et accélérer la décarbonation, c'est une nécessité, mais aussi une opportunité pour l'économie. Pourtant, dans le contexte géopolitique de ces dernières années, plus encore de ces derniers mois, oui, vous l'avez pas dit comme ça, mais c'était ça votre propos, marqué par le retour de la guerre aux portes de l'Europe, des replis protectionnistes et du retour au premier plan des enjeux de souveraineté, on assiste à un affaiblissement souvent des discours environnementaux. À l'inverse de ce backlash écologique ambiant, des entreprises font le choix de se transformer, de construire des trajectoires bas carbone robustes et économiquement viables. C'est ce dont nous allons parler dans quelques instants avec 2 dirigeants d'entreprise engagés. Mais pour introduire le débat, je passe tout de suite la parole à Christian de Pertuis, économiste et créateur de la chaire Économie du climat à l'Université Paris-Dauphine, pour un mot d'introduction d'une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Honoré aussi. J'ai beaucoup apprécié, comme vous, l'introduction par l'élu territorial. Je voulais juste rajouter un petit point, c'est qu'il y a aussi un continent avec lequel il faut beaucoup coopérer, c'est l'Afrique. Et l'Afrique est en réalité, sur les enjeux climatiques, un enjeu majeur, puisque pour sa plus grande partie, c'est un continent qui peut sauter la case fossile dans son développement. Et si elle ne saute pas la case fossile, ça fera beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre demain. Voilà. Alors, bon, vous venez de le dire, il y a des vents contraires qui soufflent fort. Ces vents viennent d'Amérique. L'Amérique a un projet, le président des États-Unis a un projet qui est l'inverse de la décarbonation. C'est la recarbonation. Et face à ce vent contraire qui souffle, je pense qu'il est absolument essentiel que l'Europe, mais derrière l'Europe, évidemment, la France et les territoires, se mobilisent, car le choix, il est clair. Le choix, il est rétrogradé, douter ou accélérer. Et j'ai la conviction qu'on est aujourd'hui à un point charnière où, en Europe, sur nos territoires, c'est le moment d'accélérer pour prouver par la réalité économique et industrielle que la transition bas carbone, la décarbonation est absolument incontournable pour 3 raisons. 1, j'ai oublié la résilience. La résilience. Moi, j'ai appris, quand je faisais mes études d'économie, j'ai enseigné au début de ma carrière que, en gros, il y avait un modèle économique, c'était l'objectif de l'économie, c'était l'abondance des biens et services. Et le rôle de l'économiste, c'était d'aider les dirigeants d'entreprise, mais aussi les dirigeants politiques, à repousser les barrières de la rareté qui freinaient l'accès à l'abondance. Rareté du travail, rareté du capital, rareté des matières premières. Et puis j'ai rencontré des climatologues. Et les climatologues m'ont expliqué que trop de charbon, trop de pétrole, trop de gaz déréglait le réchauffement climatique et menaçait l'existence même de nos sociétés. Et donc, le rôle de l'économiste devenait non plus de repousser les barrières de la rareté, mais de réintroduire de la rareté. De la rareté sur 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Et ça, c'est une transition absolument majeure pour nos sociétés. C'est évidemment un changement total de paradigme pour les économistes, mais bon, ça, vous n'êtes pas tous économistes, hein, mais c'est un changement radical. 2, ce qu'on appelle la transition énergétique. On dit la transition énergétique. En fait, en réalité, nos sociétés sont dans des transitions énergétiques incessantes depuis 1 siècle et demi. Depuis 1 siècle et demi, on n'a pas cessé de faire des transitions énergétiques.
sans rentrer dans les détails, parce que je vais quand même respecter le temps qui m'est imparti. Toujours très dangereux d'inviter un prof de fac. Hein. Bon, mais alors, sans rentrer dans les détails, au milieu du XIXe siècle, vous aviez un système énergétique fondamentalement basé sur la biomasse. On a introduit le charbon, on n'a pas enlevé la biomasse. On a introduit le pétrole, on n'a enlevé ni le charbon ni la biomasse. On a introduit le gaz. Donc, on est depuis un siècle et demi dans des transitions énergétiques qui sont sur le modèle de l'addition. On empile les sources d'énergie les unes sur les autres. Et ça permet d'accroître dans des proportions incroyables la consommation d'énergie dans le monde. Depuis un siècle, on a multiplié par 2,5 la consommation d'énergie par habitant et par 8 la consommation d'énergie dans le monde. La transition bas carbone dans laquelle vous êtes engagé, et j'ai vraiment été impressionné par le petit tour que j'ai fait dans vos stands, du reste ils m'ont appelé parce que sinon je serais sans doute encore en train de faire le tour. La transition qu'il nous faut faire, c'est de passer de cette logique de l'addition à une logique de la substitution, autrement dit de la soustraction. Ce qui fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas de développer plus d'éoliennes, si, il faut le faire, bien sûr, mais c'est d'enlever les énergies fossiles. C'est pour ça que cette transition est très difficile à prendre. Parce que nos sociétés et nos modèles économiques sont basés sur cette logique de l'accumulation, de l'addition, et il faut basculer de cette logique de l'addition vers la logique de soustraction. Je donne juste un exemple pour illustrer le propos. Il me reste combien de temps? Elle ne m'a pas fait encore signe. Ça va, ouais. 5 minutes, oui. Ben, elle devait me faire signe à 5 minutes, elle a oublié. Bon, c'est pas grave. Alors. Non, mais j'essaie de surveiller mon propos. Alors, je vous donne un exemple. On parle beaucoup aujourd'hui, alors on ne parle pas d'usine, on parle de gigafactory, ça fait plus moderne, bon c'est ridicule, c'est des usines. Hein, bon. Mais moi j'ai introduit le grand débat public sur la première gigafactory qui fabrique des batteries à Vouvrin dans le nord de la France. Bon, un truc comme ça vaut quand même quelques milliards d'euros en investissement. C'est un apprentissage technologique extrêmement difficile. Parce qu'on ne maîtrise pas la technologie, donc il faut faire venir des consultants asiatiques qui nous expliquent comment il faut faire. Bon. Mais quel est derrière ça l'enjeu sociétal et l'enjeu économique? C'est les 270 fonderies qui, en France, travaillent à 80% pour la fabrication du moteur thermique. Et si on n'anticipe pas cette transition sociale, industrielle, on n'arrivera pas à passer de cette logique de l'addition à la logique de soustraction. Troisième et dernier point de la présentation sur cette transition, cette décarbonation, ou cette, je ne sais pas comment on l'appelle, cette trajectoire bas carbone, la sobriété. Alors, moi, je suis tout à fait effaré de la façon dont on parle de la sobriété. On a l'impression souvent que la sobriété, c'est une espèce d'injonction que nous donnent régulièrement les pouvoirs publics. Il faut se serrer la ceinture. On fait appel à la citoyenneté des individus pour effectivement modérer leur consommation. Je pense qu'on n'a aucune chance de transiter vers une société sobre en maniant uniquement ce type de politique. Je ne dis pas qu'il faut consommer un max, non, mais je pense qu'il faut avoir deux idées en tête basiques sur la sobriété, qui est une condition essentielle de la transition bas carbone. Parce que basculer de la logique de l'addition à la logique de soustraction, ça veut dire qu'il va effectivement falloir consommer beaucoup moins d'énergie. Et comment? La sobriété renvoie à deux questions. Un, la question d'équité. Vous avez en France à peu près, suivant la façon dont on mesure, entre 6 et 10 millions de ménages qui sont classés dans les précaires énergétiques. 800 millions d'habitants sur la planète n'ont pas accès à l'électricité et 2 milliards, principalement en Afrique, n'ont pas accès à des systèmes modernes de cuisson. Qu'est-ce que ça signifie, la sobriété? Ça veut dire tout simplement que si on veut basculer vers un modèle sobre, il faut faire de la redistribution dans l'accès à l'énergie pour élargir l'accès à l'énergie de tous ceux qui en sont privés et évidemment focaliser là l'accent sur
les consommations inutiles, superfétatoires, etc. Ça, c'est le premier volet. Plutôt plus politique que dans le monde des entreprises. Mais je n'oublie pas le monde des entreprises. Je pense que la bascule vers une société sobre implique de trouver de nouveaux modèles économiques. Je pense qu'on aura des témoignages après bon. C'est quoi les modèles économiques de la sobriété? Bon, moi, je ne suis pas prof de business, je suis prof d'économie, donc je ne conseille pas directement les entreprises sur ce genre de choses. Moi, on m'invite en général, avant que les trucs importants arrivent. C'est pour faire venir les retardataires, je fais le global picture. Alors, la sobriété, je dirais, il y a je vois trois leviers très importants. Et je pense qu'ils vont en reparler. Un, le mode d'usage des biens qu'on fabrique. On est dans une société d'hyperconsommation absurde, où on émet indirectement beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre à travers un mode d'usage complètement déraisonnable des biens qu'on fabrique. Donc la réutilisation, l'usage collectif, etc. Ça, c'est un premier levier très important. Deuxième levier, à manier avec précaution le recyclage. Je dis bien à manier avec précaution parce que certaines formes de recyclage peuvent être de mauvais prétextes pour continuer à fabriquer des biens. Mais quand même, par exemple, je reviens sur la question des batteries. Moi, ces derniers temps, j'ai un peu travaillé sur les batteries sur l'hydrogène. Vous voyez, on parle beaucoup des métaux critiques, les choses comme ça. Il est évident que le principal gisement sur les métaux critiques dans les batteries de deuxième génération, ce sera en partie le recyclage. Bon, donc là, il y a vraiment des enjeux importants. Et puis, dernier point, la vitesse. Je pense que... Alors, il y a la vitesse... là où c'est le plus évident, c'est la vitesse physique des véhicules qui bougent. Tout simplement parce que la consommation d'énergie et les émissions associées à cette consommation d'énergie, lorsque c'est de l'énergie fossile, c'est pas proportionnel. C'est lié au carré. Donc, lorsqu'on passe de 110 à 130, et tous ceux qui ont un véhicule électrique le savent bien, ça fait une augmentation démentielle. Donc moi, je pense que la réduction de la vitesse est évidemment un levier important. Mais pas que de la vitesse des voitures, des bateaux, des avions, évidemment. Mais il n'y a pas que la vitesse des transports, il y a la vitesse des électrons sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez regardé la quantité d'énergie qu'on va être obligé de produire pour fabriquer ces foutus data centers qui permettent d'accélérer incroyablement la vitesse de circulation de cette information. Dans la dernière édition de mon bouquin, j'ai calculé justement le coût de transport de l'information entre l'Europe et les États-Unis depuis le 19e siècle. C'est absolument faramineux, c'est une chute complète du coup, et effet rebond, augmentation. Et puis, il y a aussi toute la vitesse des modes de consommation. Le fast food. Je suis désolé, je ne fais que répéter ce que j'entends. J'aime pas beaucoup parler le franglais, mais la fast fashion, j'ai appris ça, la fast fashion. Bon. Et tous ces modes de cette espèce d'économie trépidante de la surconsommation, il faut aller tellement vite pour pouvoir consommer beaucoup plus, ça génère également des émissions incroyables de gaz à effet de serre. En conclusion, je crois que j'ai à peu près terminé mon temps de parole, je voudrais juste dire un point. Je n'ai parlé que du carbone fossile. Il y a un autre enjeu très important dans la transition vers une société décarbonée, c'est le carbone vivant. Le carbone vivant, c'est les puits de carbone naturels, c'est les émissions spécifiques de l'agriculture. Et même si nous réduisons plus vite nos émissions de gaz d'origine fossile en mettant de la rareté sur 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz, il faut au contraire réinvestir dans l'abondance du vivant pour gérer, via l'agroécologie et la protection des puits de carbone naturels, une société qui, demain, sera réellement net zéro. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Effectivement, on a donc parfaitement respecté le timing. Vous faites mentir le fait qu'inviter un professeur
serait quelque chose de dangereux pour le timing. Merci à vous. Vous restez donc avec nous et vont nous rejoindre Stanislas de Gramont, directeur général du groupe SEB, que le grand public connaît bien, spécialisé dans le petit équipement domestique, et Anne-Sophie Pantseri, directrice générale de Maviflex, fabricant de portes industrielles françaises. Installez-vous et merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous laisse le temps de vous asseoir. Peut-être pour commencer cette séquence, un mot de réaction à la keynote de Christian Pertuis, Anne-Sophie ? Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je relève l'enjeu de la sobriété. C'est un sujet qu'on travaille dans la production aussi, qui est important dans notre démarche. Et puis un sujet d'équité qui est pour moi un sujet sur l'Afrique, mais pas que, la Chine aussi. Il passe du charbon à l'induction quasiment en quelques années, et il y a un besoin pour cette population aussi d'avoir le droit à l'accès à ce que nous on a au quotidien. Donc c'est comment on va rééquilibrer ça au niveau de la planète pour que chacun se sente en équité sur ce que nous on vit en Europe en tous les cas. Merci beaucoup. Même chose, Stanislas de Gramont, une réaction. Merci de votre invitation. Bonjour, mesdames et messieurs. Première réaction, c'est très complémentaire. Cette analyse est très complémentaire de l'analyse beaucoup plus microéconomique que font les entreprises. Mais ça résonne, c'est-à-dire quand vous parlez de circularité, quand vous parlez de réutilisation, quand vous parlez de sobriété, quand vous parlez d'approche, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais d'approche 360 degrés, c'est-à-dire il y a mes émissions, mais il y a celles que je provoque chez mes fournisseurs. Je pense que ça résonne énormément. J'ajoute une toute petite dimension pour les entreprises, qui est le côté un peu micro, c'est bien d'être performant au niveau trajectoire Barker-Brown des performances environnementales. Il faut d'abord être performant. C'est-à-dire que le monde n'a pas besoin que d'entreprises qui tracent la voie et qui donnent des directions pour une trajectoire bas carbone. Il a besoin des mêmes entreprises, mais qui sont performantes économiquement. Sinon, elles seront vertueuses, mais elles seront mortes. Donc je pense que c'est un thème sur lequel, à mon avis, la micro doit rejoindre la macro. C'est comment est-ce qu'on crée les conditions, non plus seulement d'une trajectoire bas carbone, et je pense que les gens qui sont dans cette salle sont convaincus de beaucoup de ces dimensions-là et de ces nécessités-là, mais comment est-ce qu'on le fait de manière compétitive au niveau des entreprises, au niveau des plaques continentales. Je pense que Mme Baum a souligné le rôle de l'Europe par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis. Il y a un contexte qui est ce qu'il est. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ce que font les uns et les autres pour décider qu'on a la voie de la vertu en Europe et on va gagner. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard. Gardez le micro, Stanislas de Gramont, parce que vos deux entreprises affichent de fortes ambitions en matière de trajectoire bas carbone. La question, c'est effectivement de poser la question vers de nouveaux modèles d'affaires. Comment concrètement on transforme un modèle d'affaires vers le bas carbone ? Le groupe SEB a présenté en décembre 2024, c'est donc tout récent, une feuille de route ESG qui fixe des objectifs ambitieux d'ici 2030 et une trajectoire net zéro d'ici 2050. C'est là aussi des timings qui peuvent paraître longs, mais qui, à l'échelle des acteurs économiques, c'est demain. Pourquoi cette feuille de route et quelles en sont les ambitions ? Alors, on va commencer par une anecdote. Le groupe SEB est né il y a 168 ans, créé par un monsieur Antoine Lescure. Alors, c'est une histoire typiquement française. Antoine Lescure était rétameur. Pour ceux qui ne le savent pas, un rétameur, c'était quelqu'un qui réparait des gamelles, des casseroles, des poêles en étain. Et c'était un métier itinérant. Donc il voyageait de village en village dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour nettoyer les gamelles. Puis il est arrivé à Selongé en Bourgogne. Il est tombé amoureux de sa femme et sa femme lui a dit vivons ensemble. Et donc il est passé d'un métier ambulant à la nécessité d'avoir un métier statique. Et donc, plutôt que de réparer des gamelles, il a commencé à en fabriquer. Donc, mais on est né dans la réparation, en fait. Au-delà de cette anecdote, mais qui n'est pas qu'anecdotique, parce que je pense que c'est il y a du groupe, on a été précurseur pionnier d'un certain nombre de choses. On a créé une direction du développement durable en 2004, le mot n'existait pas. On a créé des produits reparables il y a 25-30 ans. Pour une raison très simple, à l'époque. À l'époque, beaucoup de nos concurrents européens ont externalisé, ont délocalisé leur production en Asie. Nous avons décidé de rester en Europe. Et donc, quand on avait des produits qui revenaient sous garantie, ça nous coûtait trop cher de les remplacer, parce que ça coûte plus cher de fabriquer en Europe qu'en Asie. Et donc, on les réparait. Et à l'époque, on nous traitait de radins.
Regardez, cette grande marque néerlandaise, eux, ils me donnent un neuf à la place du vieux qui est cassé. Pourquoi est-ce que vous réparez? Donc il y a comme une certaine ironie ou une évolution, une révolution du comportement des gens. Ce qui est vertueux aujourd'hui était de l'ardinerie il y a 25 ans. On a créé les premiers produits réparables, les premiers engagements de réparabilité sur 10 ans. C'était ça, je crois, en 2006 ou en 2010. On est passé à 15 ans. Un produit réparable, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est un produit dans lequel vous avez des pièces détachées. On a 15 ans de pièces détachées à Fauconnier-et-la-Mer, dans les Vosges. On a 7 millions de pièces. On a un produit réparable, c'est un produit qui se démonte et qui se remonte. C'est un produit qui se démonte et qui se remonte en petites pièces, parce qu'on peut remplacer des petites pièces et pas des gros blocs thermosoudés ou rivetés. Bref, une trajectoire qui date qui vient de loin. On a eu une première période 2018-2023 dans laquelle on a réduit de 10% nos émissions carbone. On accélère dans les 5 années qui viennent. On ambitionne de réduire de 28% nos émissions de carbone en valeur absolue dans les 5 années qui viennent, à travers de l'économie circulaire, à travers bien entendu un certain nombre d'initiatives de décarbonation d'activité, à travers des initiatives de décarbonation de l'usage, parce que vous avez raison, l'usage des produits, c'est important. Et pour ne pas monopoliser toute la parole, on le fait de manière intégrée dans toute notre chaîne de valeur, c'est-à-dire il y a ce qu'on fait nous, il y a ce que font nos fournisseurs, il y a ce que font les fournisseurs de nos fournisseurs, il y a ce qu'on fait dans nos usines européennes, dans nos usines chinoises, dans nos usines américaines, et donc on a une approche holistique et globale de cette trajectoire bas carbone. Merci. Vous misez en particulier sur le reconditionnement. Vous l'avez un petit peu évoqué dans votre propos en parlant de l'ADN de Seb. Et vous avez d'ailleurs inauguré il y a quelques semaines le premier centre de reconditionnement de vos produits électriques. C'est une filière sur laquelle vous misez clairement en termes de développement. C'est très intéressant parce que j'ai entendu un peu plus tôt ce matin la notion de proximité. Et dans la mise à disposition des produits aux consommateurs, on n'est pas forcément certain de pouvoir produire de manière compétitive en Europe. Faire un grille-pain à 29 € en Europe, c'est impossible. Sur le coût de la matière, sur le coût de la fabrication, c'est impossible. C'est possible, mais vous allez perdre votre chemise et donc vous allez finir par arrêter d'en faire. En revanche, ce qui est certain, c'est que réparer ou reconditionner des produits, ça ne peut être que local. En effet, si je vous dis, tiens, j'ai une bonne idée, vous m'amenez votre cafetière, je vais vous la réparer, et la bonne idée, c'est que je vais l'envoyer en Chine, en bateau ou en avion. En avion, parce qu'il faut quand même que ça aille vite, vous en avez besoin la semaine prochaine. Je vais la réparer en Chine et je vais la rapatrier. Enfin, c'est totalement absurde. Donc aujourd'hui, c'est petit, c'est moins de 1% de notre chiffre d'affaires, la deuxième main. Mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien, les dirigeants du groupe SEB de l'époque seront contents d'avoir, comme je le suis aujourd'hui, des dirigeants il y a 25 ans qui ont fait des produits réparables. Et peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ils seront contents d'avoir des dirigeants qui aujourd'hui décident de créer un centre de reconditionnement et de créer des compétences industrielles de reconditionnement. Parce que il y a 40 ans, acheter une voiture, il y a 30 ans, acheter une voiture d'occasion, c'était l'expression de votre pauvreté, de votre absence de richesse. Aujourd'hui, c'est un geste citoyen. Il y a 10 ans, acheter un smartphone d'occasion, c'était totalement inaccessible, impensable, et d'ailleurs, elle n'avait pas. Aujourd'hui, c'est un tiers du marché, et personne n'est capable de dire, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons écologiques, quel sera le poids et la taille de la deuxième main dans nos industries dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et nous, on sera prêts. Merci, vous avez raison. Effectivement, la seconde main est quelque chose maintenant de vertueux et de mis en avant. Vous parliez tout à l'heure de la fast fashion, Christiane Pertuis. On voit bien avec des plateformes bien connues qu'avant s'habiller d'occasion, c'était un signe de pauvreté, là encore, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un signe peut-être militant. Anne-Sophie Panzeri, Maviflex aussi est une entreprise engagée de longue date dans une démarche de décarbonation. Vous avez déjà diminué de 40% votre empreinte carbone en 10 ans et vous avez une nouvelle stratégie qui vise de nouveau une baisse de 10% en 5 ans. Comment on arrive à ces taux qui sont effectivement extrêmement élevés et sur quoi ça passe et comment on fait? Il faut du temps pour... Donc Maviflex, on fabrique des portes souples rapides. C'est un produit un peu spécifique que vous voyez entre autres en grande surface entre magasins et réserves avec des toiles type bâche de camion. Donc on est un produit qui fait l'isolation thermique entre 2 espaces de travail. Donc un enjeu de réduction des impacts énergétiques de nos clients. Donc une fois qu'on dit
que la promesse d'achat pour nos clients, c'est la baisse énergétique et on se l'applique à soi-même dans notre axe de production. Cette vision, c'est une vision historique, familiale, puisque à l'origine, on était fabricant de chemins de câbles, donc ça remonte à quelques années en arrière, et on était les seuls au monde à faire du chemin de câble PVC recyclé. Et autant dire qu'il y a 40 ans, c'était très mal perçu, parce que c'était un produit bas de gamme dans l'imaginaire des gens, et on recyclait les bouchons de bouteilles de Vittel, on en faisait de l'extrusion de PVC et on faisait du chemin de câble. Donc pour dire que c'est ancré en fait un peu dans l'ADN. Et tous ces sujets d'évolution et d'enjeux de réorganisation des productions, c'est une vision de direction. Enfin, ça doit être porté par les directions des entreprises. Chez Maviflex, on fait les choses par peut-être la décision d'abord d'investir beaucoup dans les bâtiments industriels. Donc nous, on est basé sur Dessines. J'ai racheté des bâtiments. On est passé de 10 000 mètres carrés à 20 000 mètres carrés de bâtiments industriels sur le site. Et donc, ça permet aussi de changer les méthodes de production et de réinvestir dans des machines et d'avoir cette vision globale de vers quoi on veut aller. Mais il faut se donner les moyens financiers, parce que Maviflex, c'est 35 millions de chiffre d'affaires et c'est 14 millions d'investissements. Donc, il y a un petit risque. On parlait de pérennité des entreprises et d'enjeux économiques. Ça a un coût, tout ça, de prendre cette direction-là. Et il faut que ça soit volontariste, il faut que ça soit porté par les directions, il faut qu'il y ait une vision de vers où on veut aller. Et donc, on analyse tous les cycles. Pour nous, on a commencé par un diag carbone, parce que pour moi, dans nos entreprises, c'est un peu le début, c'est un peu comme le bilan de fin d'année, de se dire d'où on part, pour se dire c'est quoi la trajectoire et comment on le fait, et sur quoi surtout on a beaucoup d'impact, parce que l'enjeu c'est d'aller vite dans cette réduction, et il faut savoir comment on le fait. Et ce diag carbone, il permet de mettre le doigt où ça fait mal, et de se dire il faut agir sur 80% de notre impact plutôt que d'aller agir sur les 1% globalement. Dans une entreprise industrielle, la plus grosse partie de l'impact, c'est les matières premières de production. Donc ça veut dire de réduire nos achats, d'aller chercher des fournisseurs de proximité, de réduire les temps de trajet et l'impact. Ça veut dire de travailler sur les matériaux, parce que acheter de l'acier, ça a un impact très lourd sur la consommation carbone, malgré que c'est un produit recyclable facilement. Donc il y a des antagonismes finalement de découverte aussi pour nous des matières. Ensuite, c'est le choix des machines, de se dire comment on peut produire mieux avec moins de déchets dès le début de notre cycle de production. Donc nous, typiquement, on était sur du patronage manuel de bâche, un peu comme des textiles, de la mode. Et donc on est passé sur des machines de coupe automatiques pour réduire le nombre de chutes de PVC, puisque c'est un produit qui a un impact difficile à recycler. Donc il faut essayer d'avoir une durée de vie la plus longue possible. Ça passe par tous les enjeux énergétiques du bâtiment. Donc, on a construit un bâtiment pouvant recevoir des panneaux solaires. Donc, ça veut dire des bâtiments très hauts avec des charges pouvant recevoir ces panneaux solaires. Mais ça impacte des sujets derrière d'assurance, parce qu'aujourd'hui, nos assureurs ne veulent pas assurer les bâtiments qui ont un risque sur les panneaux, puisque s'il y a un incendie, c'est extrêmement compliqué pour les pompiers d'acquérir. Donc, on tire en fait la ficelle du souhait de faire des choses, mais il y a des entraves à toutes les décisions qu'on croit simples à prendre. Et en fait, non, il y a une conséquence systématique à énormément de sujets.
On travaille sur le pilotage de l'énergie, parce que c'est pareil, il faut savoir quelle machine surconsomme, et donc là, ça veut dire qu'il faut relier les choses. C'est aussi des coûts importants dans nos PME. On travaille sur tous les produits. Donc, on parlait du cycle de vie des produits. C'est un sujet très important dans la conception. Il y a les conceptions, il y a l'emballage des produits, puisque nous, on a des produits qui pèsent 200 à 300 kilos. Donc, il faut que ça tienne pour être livré dans les entreprises qui vont les installer. Et donc, le bois qu'on croirait aussi écologique ne l'est pas. Il faut changer tout notre regard sur la totalité de nos process. On travaille sur la logistique. On a le décret tertiaire qui est tombé dans les entreprises, donc on doit faire baisser notre dépense énergétique. Le décret tertiaire, comme il se nomme, ne s'applique absolument pas qu'au tertiaire, il s'applique à toutes nos entreprises dès lors que vous avez de la logistique et des produits stockés. Donc c'est un mixte en fait entre la réglementation qui nous impacte et qui sont des coûts complémentaires sur nous, et la volonté qui engage beaucoup de frais pour aller de façon déterminée sur cette baisse de notre impact. Et puis c'est aussi travailler à des produits qui sont plus vertueux, qui nous, tombent moins en panne. C'est là on revient sur le changement de business model. Nous, on a travaillé sur une porte connectée. Donc dans nos maisons, on connaît la domotique et on est tous accros à tout ce qui est connecté. Dans les produits industriels, c'est plus récent. Donc on est un peu en avance de phase, et c'est aussi très difficile de changer son business model quand les concurrents n'y sont pas encore et qu'on arrive... Alors c'est vertueux parce qu'on a des nouveaux messages à faire passer, qu'on est hyper innovant et qu'on apporte des solutions différenciantes, mais le marché doit l'accepter. Quel est le coût acceptable de ces innovations aussi, parce que c'est des plateformes, c'est des data centers, et tout ça, ça a des coûts. Donc, quel est le coût d'acceptation de cette nouvelle offre qui va faire en sorte que nos revendeurs, parce qu'on travaille à 70% avec des distributeurs, donc on est en B2B2B, donc moins accès directement avec l'utilisateur final, ce qui est aussi un problème dans cette acceptation du marché, parce que l'utilisateur, à la limite, freine moins que le revendeur. Et donc, c'est l'enjeu derrière pour nous, c'est moins d'intervention, parce que si vous savez exactement le diagnostic qu'a la porte à distance, on accompagne nos distributeurs sur le fait que, au lieu d'aller chez le client pour aller faire un diag, il y va avec les pièces et il répare tout de suite. C'est bon pour la planète, parce que en moyenne, c'est 2 à 3 interventions. Nous, la promesse, c'est d'en faire plus qu'une, quoi. Et avec une conséquence sur le modèle du revendeur qui, lui, exactement, faisait son business. Et le modèle du revendeur qui, lui, a peur parce qu'il facture 3 interventions et que là, on va lui dire qu'il va en facturer qu'une. Donc, il y a une conséquence à toutes nos décisions de changement et d'impact qu'il va avoir sur toute la chaîne commerciale et la valeur. Merci. Un besoin de pédagogie donc avec vos interlocuteurs et vos parties prenantes. Stanislas de Gramont, vous vous adressez directement aux consommateurs. Comment on embarque le consommateur dans ces changements de modèle ? Est-ce qu'il y a besoin de l'embarquer, ou est-ce que c'est vous qui suivez une demande ? Et aussi, comment on embarque ses salariés ? Le premier point, c'est qu'on est aussi en B2B. C'est-à-dire que moi, mon premier client, il s'appelle Darty. Le deuxième, il s'appelle Amazon. Le troisième, il s'appelle Carrefour. C'est dans le désordre. J'aurais dû dire Amazon, Carrefour, Darty. Comme ça, c'est par ordre alphabétique. Et ça, c'est en France. Et en Chine, ça va être Jingdong, ça va être Alibaba, etc. Donc, nous vendons à des clients. Mais effectivement, c'est le consommateur qui tire la demande. Et je pense que votre question, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'un industriel qui vend des produits grand public, il va d'abord produire et vendre des produits que veulent acheter les consommateurs. Ça paraît une évidence, ça paraît du bon sens. Mais parfois, j'entends « Mais pourquoi est-ce que vous ne vendez pas plus de ça ou de ça ou de ça ?» Alors, cette tendance, cette évolution des consommateurs,
cette demande des consommateurs évolue. On a fait notre première poêle en aluminium recyclé il y a 15 ans. Aujourd'hui, on voit que ces gammes-là sont de plus en plus populaires. On a fait nos premières machines avec beaucoup de plastique recyclé dans l'électroménager, je crois en 2006 ou 2010, pareil, avec à l'époque des machines moins bien, des appareils moins bien, parce que le plastique recyclé était moins qualitatif qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez quasiment mettre du plastique recyclé dans toutes les pièces qui ne sont pas d'apparence. C'est plus dur sur les pièces d'apparence pour l'homogénéité de couleur, etc. Je passe le détail. Donc la technologie évolue, la qualité des produits évolue, mais on ne peut pas aller plus vite que la demande des consommateurs. Et on a un peu le même problème que vous. Moi, je veux bien faire des produits à 70 ou 90% de plastique recyclé. Si les consommateurs ne les achètent pas, ou si les consommateurs ne sont pas prêts à payer la plus-value ou le surcoût que représentent ces produits, j'en vendrai pas. Vous avez les deux faces de l'équation, c'est quoi? 56% des Français disent qu'ils sont prêts à acheter des produits plus vertueux, mais la réalité, c'est que dès que le produit plus vertueux, entre guillemets, est plus cher, beaucoup moins de gens sont prêts à payer ce surcoût. Mais ça va évoluer. Je pense qu'il ne faut pas regarder les choses de manière statique. Ah, ça marche moins bien ou ça ne marche pas. On va refaire du 100% vierge ou 100% neuf. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les générations évoluent, la conscience évolue, les priorités évoluent. Il y a 5 ans ou il y a 10 ans, un aspirateur traîneau, vous savez, les aspirateurs que vous promenez avec un fil, etc. Il y a eu une course à la puissance, on atteignait des aspirateurs qui faisaient 3000 watts. 3000 watts 3000 watts 3000 watts. Aujourd'hui, 3000 watts. Aujourd'hui, je reprends ma note pour vérifier que aujourd'hui on est plafonné à 900 watts et ça c'est le bénéfice de la réglementation européenne. Et nous sortons un moteur Effitech avec un nouveau calcul des flux de air, etc. de 400 watts qui a la même efficacité. Donc je reprends votre intervention initiale, votre propos initial. Il y a 10 ans, on achetait l'aspirateur le plus puissant possible. On arrivait à 3000 watts. Aujourd'hui, avec 400 watts, vous avez la même efficacité de votre session d'aspiration. C'est 9 fois moins, 8 fois moins. C'est considérable. C'est de la technologie, c'est de l'investissement, c'est de la conviction, parce qu'il y a encore des Chinois, des entreprises à bas prix asiatiques qui arrivent sur des plateformes de e-commerce plus ou moins en ligne avec la réglementation et qui font la course à la puissance, et il y a encore des consommateurs qui suivent la course à la puissance. Donc c'est doublement frustrant, d'une part parce qu'il y a quand même une réglementation qui plafonne à 900 watts et tout le monde ne respecte pas, et d'autre part, mais ça c'est quand même un problème, et d'autre part c'est frustrant parce qu'il y a des consommateurs qui préfèrent le 900 watts au 400 watts. Le sujet, c'est pas de s'énerver ou de dire ils ont tort, ils ont raison. Le sujet, c'est de se dire, nous, on est là pour promouvoir une offre plus vertueuse, que nous souhaitons être compétitifs économiquement parce que, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, vendre des produits à perte, c'est la mort de la vente de ces produits. Une entreprise doit faire du profit pour générer ses investissements et pour donner envie à ses salariés, à ses parties prenantes d'y travailler. Ça, c'est sur le premier point. Sur l'engagement des salariés, alors d'abord, ça, par contre, c'est de plus en plus facile. C'est-à-dire que nos salariés, et c'est l'évolution de la société, sont de plus en plus exigeants et attentifs à la capacité de l'entreprise à être vertueuse sur la trajectoire carbone, sur l'économie circulaire, mais aussi sur la gestion des enjeux de diversité, mais aussi sur la gestion de l'équité salariale, de l'équité de traitement, etc. Donc il y a quand même une attente croissante de nos salariés sur les enjeux de gouvernance et d'éthique de travail. La corruption, enfin, quand on a commencé à travailler il y a 38 ans comme moi, je commençais à être un vieux dinosaure, il y a quand même un cadre d'éthique, de gouvernance, de vertu dans l'entreprise qui n'a rien à voir avec ce qu'était il y a 40 ou 50 ans. Non pas que les entreprises n'étaient pas vertueuses, c'était beaucoup moins formalisé, il y a beaucoup moins d'engagement, il y a beaucoup moins de règles définies. Donc tout ça, c'est vertueux. Après, en revanche, il faut arriver à traduire en actions concrètes pour chaque salarié quelle peut être sa contribution sur la décarbonation de notre activité.
facile sur les équipes de marketing et de développement produit, parce que vous faites un guide d'éco-conception, vous dites, voilà, vous avez un guide d'utilisation, d'utilisabilité, pardon pour le néologisme, de matières plastiques recyclées dans telle et telle condition, c'est de l'ABS, c'est du PP, c'est du PS, donc on est capable de guider et d'orienter les actions des salariés qui travaillent dans le marketing et développement, c'est facile pour les gens qui travaillent dans la logistique. En fait, c'est assez facile pour chaque partie de la population, parce que tout le monde a un impact sur la consommation de carbone. Nos agences de voyage, quand ils réservent des billets d'avion, de train, avec vos billets, vous recevez les émissions de carbone liées à ce trajet. Ça paraît bête, mais quand vous recevez 3, 5, 10, 12 fois dans l'année, là c'est 80 kilos, là c'est 250 kilos, ça finit par pénétrer. Donc voilà. Mais c'est un enjeu de tous les jours, ça mobilise. Et pardon, j'aurais dû commencer par ça. Ça commence par la direction de l'entreprise, ça commence par le conseil d'administration, ça commence par les investisseurs, ça commence par les agences de notation. C'est-à-dire que depuis les propriétaires de l'entreprise au sens large jusqu'aux salariés, vous devez avoir une unité de priorité, de focus, un alignement. Et c'est pour ça que dans tous les objectifs financiers, court terme ou long terme du management de SEB, vous avez des critères de RSE. Merci beaucoup. Christian de Pertuis, qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux témoignages, vous qui appeliez tout à l'heure à de nouveaux modèles économiques? Est-ce que ça va dans le, je ne vais pas dire le bon sens, l'idée c'est pas que vous notiez nos intervenants et leurs modèles, mais plutôt voilà, comment vous inscrivez ces deux témoignages dans le contexte global, et on a évoqué quand même tout de suite cette question de la rentabilité. On entend souvent dire qu'effectivement être une entreprise engagée, ça veut dire accepter de gagner moins d'argent, d'être moins rentable. Est-ce que c'est forcément une vérité? Bon, d'abord, je mettrai des bonnes notes. Hein. Je mettrai des bonnes notes parce que j'ai trouvé... Bon, dans ce qu'a dit Stanislas, bon, effectivement, c'est basique. Hein. On est dans un système où l'entreprise, pour survivre, doit être rentable. Donc, dans la résilience, évidemment, la rentabilité est un facteur incontournable à court terme. Bon. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'au nom de cette rentabilité, il faut ralentir la transition bas carbone, ou au contraire, est-ce qu'il faut l'accélérer? Parce que c'est ça la question aujourd'hui, hein, et c'est la question qu'on voit tous les jours avec les vents contraires qui soufflent d'Amérique, hein, qui sont quand même très forts. Bon. Moi, j'ai la conviction totale que si on veut effectivement défendre un modèle industriel européen, dans un certain nombre de cas, mais pas tous, relocaliser un certain nombre d'activités, par exemple votre centre de reconditionnement, il faut au contraire accélérer la transition. Il faut l'accélérer, et ça va rejoindre un autre élément que, c'est Anne-Sophie à votre prénom, que Anne-Sophie a dit. Cette transition, l'économie bas carbone, elle a une caractéristique que souvent les gens qui ne connaissent pas voient mal. Elle est plus capitalistique que l'économie carbonée. Elle est plus capitalistique. Ça commence déjà par la production d'énergie. L'industrie énergétique la plus capitalistique qu'on puisse imaginer, c'est le solaire et l'éolien. Parce que le soleil et le vent, c'est gratuit. Donc on paye tout au début. Bon. Donc c'est bien parce qu'elle est plus capitalistique que ça va poser des questions de financement. Alors comment est-ce qu'on peut ensuite réconcilier les choses? Les entreprises ne peuvent pas tout. Même les territoires, aussi bien disposés soient-ils, et apparemment ici ils ont l'air bien disposés, enfin d'après ce qu'on a entendu, ils ne peuvent pas tout. Il y a des mécanismes économiques de base. Et à mes yeux, en Europe aujourd'hui, les enjeux majeurs, ça va être le système de tarification carbone, les quotas de CO2. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ce système de quotas de CO2, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait des bouquins complets là-dessus, hein, c'est effectivement quelque chose qui va donner un coût supplémentaire à l'émission de carbone. Pour l'instant, on l'a fait bien fonctionner pour la production d'électricité et de chaleur. On ne l'a pas encore bien fait fonctionner pour l'industrie. Et c'est tout l'enjeu 2026-2027 de la bascule vers les taxes à l'importation, le mécanisme d'ajustement à l'importation, destiné à protéger les industries bas carbone et donc à
réduire ce dilemme entre rentabilité à court terme et bas carbone. Alors ça, ils sont tous d'accord en général. Là où ils sont moins d'accord, les industriels, pas vous, mais ceux qui sont dans le système, c'est qu'il faut aussi basculer vers les allocations payantes. Parce qu'à l'heure actuelle, on distribue gratuitement des quotas, ce qui fait qu'en réalité, une distribution de quotas gratuits, c'est une subvention à l'énergie fossile. Vous voyez, bon. Et donc, ça, c'est un enjeu important. Il y a un dernier point qui m'a beaucoup frappé dans ce que Anne-Sophie a dit, je trouve que c'est important, et moi je me heurte un peu aux mêmes difficultés, c'est que tout n'est pas dans le même sens. Vous l'avez dit à 2 fois. Hein. Vous avez dit, le bois, ce n'est pas écologique. Alors, ça dépend comment il est produit. Mais effectivement, si on ne regarde que le carbone fossile, on risque de faire des dégâts sur le carbone vivant. Donc, et puis, vous l'avez dit à propos de l'acier aussi. Je ne sais plus très bien pourquoi, mais vous avez dit que l'acier, ça émet beaucoup de CO2, mais ça a d'autres intérêts. Donc, je crois que dès qu'on rentre dans la dynamique de l'économie réelle, on va rentrer avec beaucoup de contradictions à gérer. Et ces contradictions, elles sont compliquées. Elles ne sont pas uniquement rentabilité versus transition, mais elles sont également dans la transition. Et c'est pour ça que, et je termine par là, il est très important d'avoir des systèmes fiables de comptabilisation et de mesure. Aujourd'hui, on a un système assez fiable de comptabilisation et de mesure sur toutes les émissions de CO2 qui sont liées à l'usage des énergies fossiles. Ce n'est pas du tout le cas sur le méthane. J'ai fait 2 papiers sur le méthane récemment. Dans les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, l'AIE vient de sortir un rapport, on ne capte que 60% des émissions de méthane, c'est-à-dire qu'il y a 40%, on ne sait pas. Et alors sur le carbone vivant, c'est bon. Donc ça, c'est extrêmement important. Dernier point, quand même, pour être un peu optimiste, bon, le problème de l'économiste, il est toujours là, vous rappeler les contraintes, les machins, etc. Bon, non, il y a quand même quelque chose de fondamental qui s'est passé sur les 15 dernières années, sur les 20 dernières années. Les énergies de flux, solaires et éoliens, sont devenues pratiquement toujours compétitives à l'installation pour la production d'électricité par rapport aux fossiles, qu'il s'agisse du gaz ou du pétrole. C'est une révolution majeure, car toutes les innovations technologiques qui permettent de produire de l'électricité, soit à partir du gaz, soit à partir du charbon, soit à partir du soleil, soit à partir du vent, c'est disponible depuis la fin du XIXe siècle. Et pendant 1 siècle et demi, les fossiles ont gagné les batailles des coûts. Ils ont perdu la bataille des coûts au cours des 20 dernières années pour la production d'électricité. Et l'enjeu majeur pour l'industrie, pour le transport, pour tous les autres usages dans les années qui viennent, ça va être la décarbonation de ces secteurs sur lesquels on est encore très, très en retard par rapport à la production d'électricité. C'est pour ça que ça renvoie à la question de l'électrification des usages, etc. Voilà. Donc moi, je pense que ce point est tout à fait important. Hein. C'est que quand je faisais mes premiers cours d'économie du climat, il fallait 800 € la tonne de CO2 pour poser un panneau photovoltaïque, 800 € la tonne de CO2 en subvention. C'est fini, ça. Hein. Alors justement, il nous reste 7 minutes. Bon, on va revenir. Excusez-moi de vous couper, Christian de Pertuis, mais justement, vous parliez du fait qu'il y avait besoin d'avoir des incitations et des politiques fortes qui aident les secteurs industriels à se réformer. Quand on voit la période d'instabilité telle qu'on la connaît aujourd'hui, comment les entreprises peuvent maintenir une vision de long terme et en quoi les pouvoirs publics peuvent vous aider? C'est quoi vos attentes sur le sujet, Anne-Sophie Panzeri? Alors déjà, je voulais, sur cette question-là, mais pour répondre à ce qui vient d'être dit, l'Europe, il nous prépare des réglementations qui ne sont pas très positives pour protéger nos usines en Europe en ce moment, puisque là, les taxes qui sont en train de préparer, c'est sur l'import des matières premières, donc ça va nous pénaliser directement, alors que les produits finis qui vont arriver de Chine ou d'ailleurs ne sont pas taxés dans leurs projets. Donc ça, c'est un vrai scandale et il faut vraiment être vent debout sur cette politique européenne qui est anti-industrielle, alors qu'on parle tous de produire à proximité. Ensuite, dans toutes les périodes de crise, on le voit bien, on a tous envie de réduire
les dispositifs, mais enfin, après, c'est une vision d'entreprise et d'entrepreneur. Hein. Ces transformations, elles ne se font pas en claquant des doigts sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, à un moment donné, quand vous êtes parti dans une trajectoire, c'est un peu la difficulté du monde de l'automobile aujourd'hui, hein, où il y a eu arrêt total. Et puis, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'électricité, enfin, les batteries, c'est pas accepté encore suffisamment, ou la techno n'est pas encore adaptée. Pour vous illustrer, nous, j'ai pas pu passer mes commerciaux et mes techniciens en voiture électrique parce qu'ils font 70 000 km par an et que je peux pas les laisser 3 fois par jour à aller recharger. C'est pas adapté à nos métiers et c'est pas ne pas avoir la volonté de le faire. Donc, il faut que les technos avancent vite aussi sur leurs capacités, peut-être des mixtes, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis très favorable au mix énergétique et il faut pas avoir des doctrines où on dit on passe tous d'un côté ou tout de l'autre. Donc, on a une vision, il faut la tenir. C'est du long terme. Bien sûr, ça peut faire un peu chahuter les résultats d'une entreprise sur 1 an, 2 ans, 3 ans, sur des périodes qui sont plus difficiles. Hein. L'investissement, en ce moment, c'est quand même pas la panacée. La construction de bâtiments non plus. Et globalement, tous les ans, on a quand même un merdier qui nous arrive dans nos entreprises qu'on ne maîtrise pas parce que ça vient de l'extérieur et que c'est quand même extrêmement difficile de piloter les visions à long terme. Mais c'est une décision de direction et un cap à tenir et il faut le tenir, quoi. Merci beaucoup. Stanislas de Gramont, même question pour vous. Comment on peut maintenir cette vision de long terme malgré les crises dont vient de parler Anne-Sophie, et qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour vous aider à tenir ce cap ? Le premier point, c'est d'abord avoir une vision, une conviction. C'est-à-dire que de dire je vais tenir une conviction, une vision long terme, c'est important. Et je fais très souvent référence en interne à la mission du groupe. Simplifier et embellir la vie des gens au quotidien et de cette manière contribuer au mieux vivre de chacun dans le monde. Et finalement, quand vous avez ça comme mission et vision, ça vous donne une feuille de route qui est assez claire et assez limpide. Nous sommes au service des consommateurs, nous faisons des produits plus performants, plus sophistiqués, qui répondent mieux aux besoins des consommateurs, et ils nous le renvoient la balle en achetant plus de nos produits. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est un peu plus compliqué à faire, mais c'est ça l'idée. Le premier sujet, c'est l'égalité de traitement. On parle des crédits carbone, taxer les importations de matières premières, mettre un coût supplémentaire au carbone et ne pas taxer les produits finis qui arrivent de Chine, d'Asie, etc. Mais bon, j'ai un exemple très concret. Je fabrique des poêles à Rumilly, près de 40 millions de poêles par an. Mon écart de compétitivité, qui est déjà significatif, je ne vous le donnerai pas, augmente de 18% en l'état actuel des textes. Si mes poêles coûtent 18% plus cher et les poêles qui viennent d'Asie coûtent le même prix, vous imaginez que nous allons perdre des marchés. Et ce n'est pas une question d'envie de SEB de continuer à produire ou pas, c'est une question de pragmatisme et d'être concret. La deuxième chose qui est plus générale, c'est l'égalité de traitement. C'est-à-dire que l'Europe définit beaucoup de normes, beaucoup de réglementations, de manière souvent désordonnée, de manière un peu chaotique. Donc c'est avoir une direction, une vision de l'environnement normatif, parce qu'un industriel doit s'adapter et on n'adapte pas une usine ou un outil industriel en 3 mois. C'est des projets de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Et donc quand il y a un empilage normatif qui ne fait qu'additionner des contraintes, qui fait que la machine que vous avez achetée il y a 5 ans, il y a 8 ans, qui vous semblait bien, ne l'est plus aujourd'hui, là ça devient compliqué, parce que non seulement on investit, et vous avez raison, c'est très intensif en capital, une vision plus décarbonée, mais quand vous devez en plus remettre 2-3 fois sur votre ouvrage sur le métier, ça devient insupportable. Donc égalité de traitement, c'est-à-dire que vous créez une norme qui crée un surcoût, eh bien est-ce que ce surcoût s'applique aux produits qui viennent de l'étranger, hors d'Europe ? Si oui, vous maintenez la compétitivité de votre activité, sinon vous dégradez la compétitivité de votre activité, et je le dis sans aucune émotion. Et puis dernier point,
il faut que les pouvoirs publics tiennent leurs engagements de décarbonation. Parce que moi, je peux travailler sur l'efficacité énergétique des produits du groupe SEB. Je peux vous dire, quand vous utilisez une bouilloire, et on en vend 15 millions par an, donc c'est quand même significatif, faites chauffer l'équivalent d'une tasse ou de 2 tasses, et je peux vous mettre une réglette sur la bouilloire qui vous dit où est-ce qu'il y en a pour une tasse ou 2 tasses. Mais si certaines économies européennes continuent à développer des centrales à charbon, malgré tous les discours, il y en a eu, malgré ces 2 dernières années, malgré tous les discours extrêmement vertueux des politiques, moi je ne peux pas faire grand-chose sur l'intensité carbonée d'une économie ou d'un marché. Nous sommes prisonniers du fait que nous vendons des produits en Chine, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis. Et donc la décarbonation de l'énergie dans ces pays-là est un levier important aussi de la décarbonisation de nos activités. Merci beaucoup. Donc cohérence. Et puis vous me disiez aussi tous les deux, quand on avait préparé, pas de stop and go, parce que la vision de long terme des entreprises, elle passe aussi par une vision long terme de vos interlocuteurs et des pouvoirs publics. Christian Pertuis, vous m'aviez demandé la parole, mais il est 11h30 et on s'était engagé à finir. Juste un mot sur le système des quotas. C'est très important. Effectivement, moi, depuis le début, j'explique que la réforme qu'il faut faire, il faut l'appliquer aux produits transformés et il faut même mettre une subvention à l'exportation pour ne pas décourager. Bon. Donc, c'est quand même en train d'être discuté. Et pour l'instant, le dispositif prévisionnel ne sera pas mis en place tant qu'il n'y aura pas eu une rediscussion au niveau du Parlement. Donc, ce n'est pas encore totalement décidé. Mais prenons le temps des entreprises. On parle de 2020. Oui, mais on parle de 2026. 2026, c'est demain matin. Ça ne sera pas 2026, ce sera 2027. Oui, mais moi, je partage votre point. Je vous donne le point de vue de l'entreprise. Nous devons prendre des décisions d'allocation de production, d'allocation de ressources, etc. Et j'attire juste l'attention sur le fait que le temps de l'entreprise n'est pas le temps du politique. Et vous me dites aujourd'hui... Voilà. Et ce sera le mot de la fin. D'accord. Parce que sinon, je sens bien qu'on peut y passer toute la journée. Je vous remercie. Alors, merci à tous les trois pour cette intervention. Je vous invite à continuer la discussion en dehors de la salle si vous le souhaitez. Merci à vous tous pour y avoir assisté. Bonne journée et bon salon.